Alors, je le rappelais en introduction, la réalité du changement climatique fait l'objet d'un consensus scientifique de moins en moins remis en cause à mesure que ses effets visibles se font ressentir. Je le disais, le dernier rapport des experts du GIEC est extrêmement alarmant puisqu'au rythme où vont les choses, la planète se sera réchauffée de plus de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, on va y revenir, mais dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, 185 pays ou entités, dont la France et l'Union européenne, se sont engagés à tout faire pour contenir ce réchauffement à plus 1,5 degré. Alors, à l'heure où le militantisme classique semble impuissant à infléchir le politique pour que des décisions rapides soient prises, un nouvel outil est apparu entre les mains des militants, le droit, un véritable activisme judiciaire face à l'urgence climatique. Alors pour en parler, j'accueille Jean-Christophe Duchamp-Doris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du tribunal administratif de Paris. Laurence Tubiana, bonsoir. Vous êtes économiste, diplomate, directrice de la Fondation européenne pour le climat et vous avez fondé l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et Guillaume Hanotin, bonsoir. Bonsoir. Avocat au Conseil. Vous êtes l'avocat du collectif d'association L'Affaire du siècle, on en a déjà parlé, qui a attaqué l'État pour inaction climatique. Alors, pour commencer peut-être, pour savoir de quoi on parle, est-ce qu'on pourrait savoir peut-être quelles sont les perspectives en termes de réchauffement climatique? J'ai parlé du prévision du GIEC, de ces fameux 2,7 degrés à la fin du siècle. Est-ce que c'est inéluctable, Laurence Tubiana, ou est-ce qu'il y a encore des scénarios alternatifs? Il y a évidemment la possibilité d'action. D'ailleurs, le rapport du GIEC, publié cet été, montre qu'il y a encore une fenêtre de tir, notamment dans la prochaine décennie, pour rester en dessous de ces 2 degrés et éventuellement pouvoir limiter la hausse des températures à 1,5 degré. La trajectoire actuelle, comme vous l'avez dit, elle est catastrophique. Parfois, on ne comprend pas très bien pourquoi 2,7 degrés c'est catastrophique, mais ça l'est, c'est ce que ce rapport montre de façon très pratique, en même temps avec le constat que le changement climatique, il est déjà avec nous, comme vous l'avez rappelé en début de cette séance. Or, ce qu'on a vu effectivement en Grèce, au Canada, à New York, la liste est très longue, il n'y a pas eu de continent cette année qui a été épargné par le changement climatique. C'est l'Europe qui tient la barre sur le changement climatique. Alors si l'Europe ne fait pas, si on ne fait pas, c'est moins 55% en 2030, ce qui implique d'ailleurs un effort complètement plus important que la France pour l'instant s'est donné. On ne peut pas dire et demander à des pays en développement ou à des pays émergents d'y aller. Donc c'est juste une question de cohérence. Le climat, le problème, c'est que si on le prend comme un jeu à somme nulle, on n'y arrivera jamais. Si on comprend que c'est dans l'intérêt de chacun de lutter au maximum et de faire cette transition économique, sociale, technologique, c'est la seule manière d'y répondre. Donc ça n'est pas une transaction, ça n'est pas un deal entre des pays, ça ne sert à rien. C'est un mouvement d'ensemble pour aller se confronter à un problème commun. Donc il faut que la France fasse comme les autres et plutôt mieux que les autres. Alors on va arriver à justement le thème de cette nuit du droit, c'est comment le droit peut ou pas contraindre, nous aider dans cet accompagnement. Vous l'avez dit, Laurence Tubiana, on l'a dit, la France, dans le cadre de ces accords de Paris, s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est ça qui cause le réchauffement climatique, de les réduire de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990 et arriver à la neutralité carbone en 2050. Alors je me tourne peut-être vers Guillaume Hanotin, puisque vous essayez de contraindre l'État à respecter cette trajectoire. Est-ce que déjà c'est contraignant juridiquement? Est-ce qu'on est obligé parce qu'on a signé l'accord de Paris? Est-ce que les accords internationaux, finalement, on les signe, mais est-ce qu'on est vraiment, vraiment obligé de les respecter après? Alors, je vais répondre à votre question. Avant, je voudrais revenir sur le problème du 1%. La France représente 1%. Je pense qu'il y a 2 bonnes raisons pour lesquelles la France doit être leader dans ce domaine. La première, c'est que la France a une vocation à l'universel. Ça fait partie de l'identité française, c'est le pays des droits de l'homme. Et donc, on a pu rayonner par les droits de l'homme, on peut rayonner aussi par une ambition écologique. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a différentes composantes dans le problème du réchauffement climatique. Et il y a des composantes qui bénéficient directement à nos concitoyens localement. Je pense par exemple au problème de la pollution de l'air, qui est un problème qu'on va aborder plus tard dans la soirée. La pollution de l'air, si la qualité de l'air s'améliore, les citoyens vont en bénéficier localement. C'est l'air qui est pollué à Paris qui provoque de l'asthme chez les enfants parisiens. Voilà. Pour revenir sur la question que vous posez... Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est obligé de respecter cet accord de Paris? Cet accord de Paris, il a été signé avec tambour, trompette et champagne.
Donc tout le monde a pensé que les choses étaient... On avait sauvé la planète. On avait sauvé la planète. En réalité, c'est un accord international. Et les accords internationaux sont toujours écrits tout en retenue. Ce sont des États qui signent entre eux. Ils ne s'engagent pas devant un juge. Les ONG, les sociétés commerciales, les particuliers ne peuvent pas faire respecter à l'État sa signature quand la signature est posée au bas d'un accord international. Un accord, c'est toujours pour un État une forme d'abandon de souveraineté. Donc l'État va écrire les choses tout en retenue, en se ménageant une marge de manœuvre et une marge d'interprétation très importante. Ce qui a fait que ce droit de l'accord de Paris est devenu contraignant, c'est que l'Union européenne, vous le disiez, Madame, s'en est saisie, l'a traduit dans un règlement, et le règlement, lui, est obligatoire en tous ses éléments. Et après, ce qu'a fait le Conseil d'État, et ce qu'a fait le tribunal administratif à la demande d'ONG et de la commune de Grande-Synthe et du collectif donc, de l'affaire du siècle, c'est de confronter l'État à sa signature, mais telle qu'elle résultait finalement plus du droit européen que du droit de l'accord de Paris. Alors justement, Jean-Christophe Chandoris, vous êtes président du tribunal administratif de Paris. Comment le juge administratif s'est retrouvé à dire effectivement vous devez respecter notamment vous avez signé un objectif de réduction des gaz à effet de serre, c'est pas des paroles en l'air quelque part. Que dit le juge quand il est saisi par exemple Grande-Synthe, l'affaire du siècle? C'est quoi la réponse? Alors, dans l'affaire Grande-Synthe, le point essentiel, c'est que le Conseil d'État a reconnu le caractère contraignant au double objectif que vous avez signalé, c'est-à-dire la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Il a reconnu donc le caractère contraignant de ces deux objectifs inscrits dans la loi, dans l'article 100-4 du Code de l'énergie, objectifs qui découlent eux-mêmes à la fois l'accord de Paris, mais aussi de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc le point essentiel de l'arrêt Grande-Synthe, c'est la reconnaissance d'un caractère contraignant à ces objectifs. À partir de là, donc, la commune de Grande-Synthe a attaqué le refus par les autorités de prendre des mesures susceptibles d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Et quel était l'intérêt à agir de Grande-Synthe? C'est parce que c'est au bord de la mer? Voilà, parce qu'elle était directement concernée par le réchauffement climatique, l'érosion côtière, la pollution de l'air. Voilà. Et donc ça, c'est la première affaire, l'affaire Grande-Synthe. Dans l'affaire du siècle, on est dans une autre logique, qui est une logique concernant la responsabilité de l'État pour les écarts. Dans l'affaire Grande-Synthe, le Conseil d'État va s'efforcer de regarder de regarder si la trajectoire, si les mesures sont suffisantes, mesures utiles sont prises pour infléchir cette courbe. Malgré les écarts qu'on constate d'ores et déjà entre les objectifs affichés dans le premier budget carbone et la réalité. Donc il s'agit de vérifier si en 2030 et 2050 on atteindra les objectifs. Dans l'affaire du siècle, ce qu'on appelle l'affaire du siècle, il s'agit de constater les préjudices. Le préjudice. Une fois que le mal est fait, en quelque sorte. Des écarts tels qu'on les constate. Donc on est dans une autre logique. Le tribunal administratif va tenter de réparer, d'enjoindre à la réparation du préjudice tel qu'il existe déjà, provoqué par les écarts en question. Donc le tribunal administratif peut agir en quelque sorte en prévention pour obliger l'État à respecter ce à quoi il s'est engagé ou à réparer ce qu'il n'a pas respecté. Dans l'affaire du siècle, le tribunal administratif reconnaît la responsabilité de l'État au regard du préjudice écologique, le terme est important, lié au réchauffement climatique, à hauteur de la différence entre ce que l'État s'était engagé à faire et donc avait reconnu être capable de faire et ce qu'il a effectivement réalisé. On a beaucoup dit que ces deux arrêts, l'arrêt Grande-Synthe, l'affaire du siècle, c'est pas encore terminé, on est encore en cours, mais peut-être vous pourrez nous en dire un mot, Guillaume Hanotin. En quoi il y a eu énormément, là aussi, peut-être pas de champagne, mais en tout cas une couverture médiatique importante pour dire on a gagné quelque chose d'important. En quoi on a même dit que c'était révolutionnaire de dire que ces accords c'était contraignant et que oui, l'État devait tenir ces chiffres auxquels il s'était engagé. C'est révolutionnaire ces arrêts? Alors il y a plusieurs aspects dans votre question. Effectivement, d'un point de vue non juriste, quand on vous dit que la loi est obligatoire et que c'est révolutionnaire, ça peut paraître un peu mince comme résultat. On pouvait s'attendre de la loi qu'elle fût obligatoire et que l'État la respectât. Ce n'est malheureusement pas le cas. Ce qui fait que c'est révolutionnaire, c'est pas le schéma par lequel le juge enjoint à l'État de respecter une politique à laquelle il s'est engagé. Ça, le juge, il le fait tous les jours, mais dans des politiques qui se voient beaucoup moins, ou sur des petites actions, micro. Ce qui est révolutionnaire, c'est parce que le sujet est d'ampleur mondiale, qu'il a été réglé au niveau mondial par l'accord de Paris, et que le juge ordonne à l'État d'adopter des mesures utiles
dans un champ politique qui est très vaste, tout en laissant... Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, que le juge dise au gouvernement, voilà ce que vous devez faire? Ce n'est pas le rôle du juge, il n'est pas élu. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'agitation dans cette pré-campagne électorale présidentielle sur la question du gouvernement des juges. Et le Conseil d'État a été accusé directement cet été, dans l'affaire de la pollution de l'air, de prêter le flanc à cette critique. En réalité, il n'y a pas de gouvernement des juges dans cette affaire, pour au moins deux raisons. La première, c'est que le Conseil d'État n'ordonne pas des mesures précises. Le Conseil d'État n'est pas un gouvernement. Il ne dit pas les mesures qui doivent être prises. C'est les mesures utiles. Il dit débrouillez-vous pour y arriver. Il reconnaît évidemment au gouvernement une marge d'appréciation qui est extrêmement grande pour choisir le bon dispositif. Et la deuxième chose, c'est que le Conseil d'État fait cela en vertu de textes qui ont été votés par le législateur. C'est le législateur qui a donné au juge administratif le pouvoir et le devoir de rappeler l'État à ses manquements politiques. Si on prend par exemple l'affaire du siècle jugée par le tribunal administratif, le tribunal a été extrêmement respectueux des deux autres pouvoirs, ou des pouvoirs du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, puisque le régime de responsabilité qu'il applique, c'est le régime prévu par le législateur en 2016, inscrit dans le Code civil, donc il n'invente pas de nulle part un régime de responsabilité sui generis, il applique le régime de responsabilité prévu par le législateur, et s'agissant de la responsabilité de l'État, il est extrêmement respectueux aussi du pouvoir exécutif, puisqu'il se contente de constater que le pouvoir exécutif s'est engagé à réaliser un certain nombre d'objectifs et donc admis qu'il était capable de le faire et qu'il ne l'a pas fait. Et il retient la responsabilité uniquement par rapport à ça. Et au niveau des mesures, comme le dit Maître, le Conseil d'État et probablement le tribunal administratif dans la décision qui va être rendue sur la suite de l'affaire du siècle, se contente de demander au gouvernement de prendre des mesures pour atteindre un objectif, mais se garde bien de rentrer dans le choix de ses moyens, puisqu'il peut y avoir une combinaison de politiques extrêmement variées pour atteindre l'objectif en question. Alors justement, une question à Laurence Toubiana, est-ce que ça suffit, puisqu'on voit bien qu'on est forcément dans les limites du droit et de ce qu'il permet, mais est-ce que c'est intéressant d'aller en justice dans ces histoires-là? Est-ce que ça marche? Est-ce que pour vous c'est une voie intéressante? Très intéressante, d'abord parce que, comme le disait Guillaume Hanotin, la mise en œuvre, l'enforcement de l'accord de Paris, ça ne peut passer que par du droit national ou européen, déjà première chose, puisqu'il n'y a pas de pouvoir de droit. Deuxième chose, effectivement, beaucoup de citoyens ou différents acteurs se saisissent et obtiennent des résultats. Pensez évidemment à la décision de la Cour de Karlsruhe qui a eu. Alors la Cour de Karlsruhe n'a pas dit au gouvernement vous devriez faire ceci ou cela. Elle a dit vous êtes complètement en décalage avec les engagements que vous avez pris dans l'accord de Paris. Complètement. L'accord de Karlsruhe, c'est vous gouvernement vous êtes engagé, vous avez signé l'accord de Paris. Vous êtes ensuite effectivement encadré par le droit européen et vous ne faites pas ce qu'il faut parce que ce que vous avez dit en matière de sortie du charbon en particulier. Résultat extraordinaire. En une semaine, le gouvernement allemand a complètement changé, reproposé un plan climat et aujourd'hui le changement climatique a été un moment extrêmement important de la campagne électorale allemande. Donc la voix du juge pour rappeler ce à quoi on s'est engagé, c'est-à-dire que justement ces engagements internationaux, ce n'est pas en l'air, c'est sérieux. C'est sérieux pourquoi? Parce que le danger est très grand. Ce n'est pas juste une fantaisie du multilatéralisme, c'est la perception d'un risque. Alors, en plus, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a eu deux jugements très différents d'ailleurs aux Pays-Bas, l'un contre le gouvernement, ce qu'on a appelé l'affaire Urgenda, qui est une des premières contre un gouvernement. Oui, on a dit beaucoup que c'était cette affaire qui avait inspiré sans doute les recours. Et du coup, on voit qu'il y a une jurisprudence... l'affaire Urgenda, pardon, deux mots pour que les gens qui savent pas peut-être, c'est la même chose que Karlsruhe. C'est respecter respecter les accords de Paris, voilà. Au nom des droits, des droits humains. C'était ça l'argument. D'accord. Donc en se basant sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis il y a eu une troisième affaire très intéressante. Alors là, c'est Shell qui a été condamné, alors je ne sais plus par quelle cour, aux Pays-Bas, pour dire Shell, vous dites que vous êtes neutre en carbone, c'est pas vrai. Et puis de toute façon, votre action est dommageable pour les citoyens néerlandais et vous devez donc réduire vos émissions Shell au plan mondial, ce que vous ne faites pas. Et donc on voit plein de dimensions. Surtout pour des gouvernements qui se sont engagés dans l'accord de Paris, dans le droit européen, et cette dimension des droits humains qui a été vraiment le fondement du jugement néerlandais, différent de celui de Karlsruhe par ailleurs, ça nous crée une réflexion juridique et philosophique d'ailleurs, qui est tout à fait nouvelle. Mais je crois que c'est proportionnel au risque auquel nous faisons face. Oubliez. Oui, je voulais faire deux observations. La première, c'est que si le juge est aussi présent sur ces questions, c'est aussi parce que le politique est peut-être un peu trop absent.
C'est une manière de contraindre le politique. Oui, parce qu'on dit toujours, les commentateurs disent la responsabilité devrait être politique avant d'être judiciaire. Mais encore faudrait-il que la responsabilité politique s'exerce, ce qui n'est pas le cas. Quand vous partez pour faire l'affaire du siècle, c'est justement en vous inspirant de ce qui s'est passé ailleurs, aux Pays-Bas. Tout à fait, oui. Il y a vraiment une idée de regarder la jurisprudence européenne et la Convention européenne des droits de l'homme est un bon moyen d'aller porter la réglementation européenne de l'Union européenne est plus précise et plus contraignante et plus juridique en réalité, est un outil plus efficace pour nous. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que, parce qu'ici on met l'État au cœur de la discussion, donc c'est des actions, il ne faut pas que nos auditeurs aient l'impression que les associations ont vocation à harceler, à faire une guérilla contre l'État. En réalité, les actions se déploient à l'égard de tous les acteurs, et le fait d'avoir un accord de Paris qui devient contraignant par le biais du droit européen dans l'affaire de Grande 5 et dans l'affaire du siècle, ça change le cadre juridique dans lequel agissent par exemple les entreprises. Et les entreprises aujourd'hui ont des directions qui s'appellent des RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Les entreprises émettrices d'obligations s'engagent à respecter les accords de Paris à leur niveau. Et donc vous avez tout un tas de promesses qui sont faites sur les marchés financiers et dont les ONG vont également assurer le respect. Et donc ça infuse dans toute la société. Et aujourd'hui, l'État est vraiment au centre de la discussion, mais il est appelé à l'être moins, puisque c'est tout le consommateur, le citoyen consommateur, acteur, va s'en emparer. C'est très intéressant de voir comment une norme se dessine au plan international, parce que pour différentes raisons éthiques, politiques, de réputation, des acteurs économiques qui ne sont pas engagés par l'accord de Paris, ils ne sont pas des parties. Ils n'ont pas d'engagement. Pas du tout, mais évidemment, on avait construit aussi le système de Paris comme un système qui embarquait les entreprises, les institutions financières, etc., et qui maintenant se trouve un peu pris au piège de leurs promesses. Et donc maintenant, la question de redevabilité, qui va devenir obligatoire dans le droit européen progressivement sur le droit des affaires, c'est déjà le cas quand même en partie dans le droit français, eh bien on va voir justement, et l'affaire de Shell est celle-là, les acteurs économiques ne pourront pas ne pas rendre de compte. Et c'est ça qui permet quand même, dans les aléas, les hauts et les bas de la diplomatie climatique, des politiques climatiques, ça nous donne une base quand même très solide. Sinon, à chaque changement de gouvernement, à chaque lobby qui veut protéger ceci ou cela, on le voit aujourd'hui sur l'affaire du gaz et de l'électricité par exemple, si on n'a pas ce socle, alors que de toute façon on va trop lentement, on peut avoir des reculs, comme cela s'est évidemment observé aux États-Unis avec la présidence Trump. Donc c'est tout à fait fondamental que le juge fasse son travail de faire respecter les engagements. Oui, pardon. Jean-Christophe Dufond-Doris, mais que peut le juge? On l'a dit, il ne va pas dire au gouvernement que faire. On a l'impression parfois qu'il y a toujours des délais qui sont donnés. L'État a 6 mois pour voir si on donne un petit peu de temps. Et puis finalement, on va peut-être donner une astreinte financière, mais enfin, même 10 millions d'euros au niveau du 10 millions du d'euros budget. Par semestre, ça fait par semestre, mais au niveau du budget de la France, est-ce que c'est vraiment... Voilà, non, c'est une vraie question. La contrainte, est-ce qu'elle existe en termes de droit administratif? Le juge procède en plusieurs temps. Il constate, si je prends l'exemple de l'affaire... On n'a pas le temps, vient de nous dire Laurence. Oui, non, mais il faut quand même laisser, il faut être respectueux des autres pouvoirs, des séparations de pouvoirs. Donc le juge rappelle à l'État ses engagements, il constate l'écart qu'il peut y avoir entre ses engagements et la réalisation, il demande à l'État de prendre des mesures pour rectifier le tir, et ensuite, dans une dernière étape, c'est le cas avec l'association des Amis de la Terre qui a été évoquée tout à l'heure, le juge condamne à des astreintes. 10 millions d'euros par semestre, c'est quand même, pour la pollution de l'air, c'est quand même un geste fort. D'autant plus que ce qui est très intéressant aussi, c'est la façon dont cette astreinte est liquidée, comme il a été dit. Parce que s'il s'agissait simplement de condamner l'État à verser une astreinte à l'État, on voit bien que... l'argent va aller vers, ça a été rappelé vers un certain nombre d'acteurs en matière d'environnement. Donc c'est ça qui est très efficace et très, très utile. Et puis, si les États, le pouvoir exécutif n'exécutent pas, je pense que les astreintes vont pouvoir monter aussi en régime. Donc. Justement, pour terminer peut-être avec vous, Guillaume Hanotin, parce que l'affaire du siècle, on est d'accord qu'il y a une audience toute récente, devant le tribunal administratif. Le 30 septembre dernier, voilà. On attend la décision, mais c'est quoi l'enjeu de cette dernière peut-être audience? Alors, il faut rappeler que le premier jugement, en fait, avait à la fois reconnu la responsabilité de l'État et de ne pas avoir respecté de ne pas avoir respecté, donc responsabilité de l'État en matière de préjudice écologique du réchauffement climatique, et avait poursuivi l'instruction pour déterminer les
les modalités de réparation. Voilà, les modalités de réparation. Donc la deuxième audience a eu lieu jeudi dernier. Et donc l'affaire est votre décision sera rendue d'ici 15 jours. Et qu'est-ce que ça peut être comme type? Justement, on parle d'injonction, ça peut être quoi? Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, dans le raisonnement, la distinction entre l'affaire Grande Sainte et... Je ne vais pas bien sûr vous révéler le jugement qui n'est pas encore lu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la différence de temporalité. C'est-à-dire que nous, donc, on constate un certain nombre un préjudice qui naît de ce qu'il y a eu des écarts passés sur les différentes années qui se sont écoulées. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce préjudice va avoir un effet dans le temps extrêmement long. Et donc, il faut qu'il soit rattrapé, réparé, j'allais dire compensé le plus rapidement possible. Donc, peut-être que la temporalité avec le Conseil d'État est un peu différente, qui lui se place à 2030 et à 2050. Le juge administratif, dans cette logique-là, doit tenir compte de la nécessité d'agir vite. Ce qu'on peut retenir de toutes ces actions climatiques qui, pour l'instant, se concentrent sur l'État, c'est que c'est un processus de légitimation de la cause climatique et qui a une influence sur tous nos concitoyens. Et aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises qui sont émettrices de gaz à effet de serre, des grands pétroliers français, par exemple, qui ont des problèmes de recrutement parce que les jeunes ne veulent pas travailler dans ce type d'entreprise-là. De la même manière qu'il y a quelques années, les fabricants de cigarettes ont vu les jeunes refuser de travailler pour eux. Et donc ce processus de légitimation par le Conseil d'État, qui est quand même une institution extrêmement respectée, qui n'est pas non plus une institution révolutionnaire, qui fait partie des blocs de granit napoléoniens, cette légitimation a en fait un impact, à mon avis, extraordinairement fort. Merci à tous les trois. On est obligé de s'arrêter. On a déjà terminé pour notre temps. Merci. Avant de passer à la deuxième table ronde sur la question de la biodiversité, on va écouter quelques paroles d'enfants, les élèves d'une école primaire parisienne qui sont très au fait des questions environnementales. On les écoute. Arthur, Augustin, Alistair, Michaela, Jasmine, Lou, Eva, Basile, Faustine. Qu'est-ce que tu fais à la maison pour protéger la planète? J'adapte mes habits en fonction de la température. Par exemple, s'il fait froid, je mets un pull au lieu de monter le chauffage très fort. Je prends une douche à la place d'un bain et je prends une gourde pour ne pas gaspiller. D'éteindre le robinet quand je me lave les dents. Je ne bois plus de bouteilles d'eau en plastique, je bois de l'eau filtrée. Quand je descends en bas, quand maman m'appelle pour manger, alors j'éteins les lumières de ma chambre. Je trie les poubelles et je ramasse les déchets. Je trie les poubelles dans les bonnes poubelles. Quand je me lave les dents ou les mains, je n'oublie pas de fermer le robinet. Et quand je quitte ma chambre, je pense à éteindre la lumière pour ne pas gaspiller d'électricité. Avec ma mère, cet été, on était à la plage. Il y avait des morceaux de plastique et on les a ramassés, on les a mis sur la serviette et ensuite on les a jetés à la poubelle. Tous faire ça. Je pense que dans les nouveaux immeubles, on devrait interdire les baignoires parce que lorsqu'on fait un bain, on gaspille trop d'eau. Je crois que les gens qui ont un abonnement de stationnement pour aller à leur travail, s'ils acceptent de prendre au moins une fois par semaine les transports en commun ou d'aller à pied à leur travail, on leur fasse une réduction sur leur abonnement de stationnement. Ne pas jeter des mégots de cigarettes n'importe où, sinon ça peut prendre feu. Et ne pas jeter des choses dans la mer. Ne pas acheter d'objets avec du plastique. Quand les adultes jettent des déchets par terre, ce n'est pas bien pour la planète, donc ils ne doivent pas en jeter. Et ils attendent de voir une poubelle pour jeter les déchets. Je pense qu'ils ne devraient pas jeter leurs déchets par terre. Les chewing-gums, les cigarettes, les papiers. Les grands devraient faire de prendre le vélo quand ils le peuvent, au lieu de la voiture. Je pense que les grands devraient arrêter de prendre des transports polluants. Ceux qui cultivent, ils doivent faire de la permaculture.